Salam alaikum. Azulfillah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir traité dans la vidéo précédente le marché du travail d'une manière concise, d'une manière rapide, surtout la fonction de l'offre de travail, la fonction de la demande, puis l'équilibre. Également, après avoir traité la notion de chômage, sa définition, sa typologie, sa mesure. Dans cette présente vidéo, nous allons voir d'autres éléments qui permettent de cerner cette thématique du chômage très précisément. Donc, nous aurons l'occasion, Inch'Allah, d'aborder d'abord les causes du chômage, puis les conséquences. Enfin, on va essayer donc de traiter les politiques d'emploi comme étant des solutions qu'on peut mettre en place et qu'on peut avancer pour résorber le chômage. À la barakatillah, sans plus tarder. On va commencer par les causes de chômage. Donc, on va commencer par la première des explications au phénomène de chômage, ou bien la première cause avancée par l'école libérale. En fait, pour l'école libérale, s'il y a du chômage, s'il y a du chômage, il y a donc une faiblesse de l'offre. C'est à cause de la faiblesse de l'offre, c'est-à-dire à cause d'un certain nombre de contraintes qui pèsent sur l'offre, c'est-à-dire sur la production de manière générale. Également, dans l'école classique, surtout lorsqu'on retient le marché, le modèle du marché standard, le chômage n'a pas de sens de la théorie classique et néoclassique, c'est-à-dire le chômage n'existe pas. Pourquoi? C'est simple, pour eux, le marché ne peut être qu'en équilibre. Et s'il existe un dysfonctionnement sous forme de chômage, s'il existe par exemple le chômage comme étant un dysfonctionnement, c'est un dysfonctionnement vers la fin ponctuelle, c'est provisoire, et ce dysfonctionnement disparaîtra donc après un retour à l'équilibre grâce au mécanisme du marché, c'est-à-dire grâce à la loi de l'offre et de la demande, très précisément au sens de Adam Smith, grâce à la main invisible, c'est-à-dire à l'autorégulation du marché. Alors, si le chômage persiste, maintenant s'il persiste, s'il dure longtemps, donc cela ne peut être dû qu'à un blocage des mécanismes, c'est-à-dire il y a quelque chose qui bloque les mécanismes au niveau du marché, c'est-à-dire donc il y a d'autres éléments qui faussent le jeu, qui faussent la loi de l'offre et de la demande. C'est pour cette raison le chômage persiste. Par exemple, les rigidités réglementaires, on aura l'occasion de traiter ça comme étant une cause et des causes avancées par d'autres auteurs. Également par peut-être un blocage de la part des acteurs de marché. Et normalement, ce blocage fait qu'il est difficile, parfois impossible, à ce qu'on réalise un retour à l'équilibre. Exemple ici, donc, un salaire minimum et au-dessous de ce salaire, donc c'est difficile c'est impossible même normalement de voir le salaire baisse parce que la situation de chômage nécessite un salaire d'équilibre inférieur au SMIC. Donc, grosso modo, pour l'école libérale, le chômage est dû spécialement à un blocage des mécanismes, c'est-à-dire à une faiblesse au niveau de l'offre, au niveau de la production. Le chômage vers la fin est le résultat de la faiblesse de l'offre. Cette dernière est due au niveau des salaires et est supérieure au salaire d'équilibre. C'est-à-dire, en fait, ce blocage des mécanismes, ou bien ces éléments qui pèsent sur l'offre, il n'y a rien d'autre que le coût de travail qui est très élevé, donc qui incite les producteurs à recruter, donc à produire, c'est-à-dire ils les motivent ce coût de travail, donc est jugé par les producteurs comme étant donc des coûts qui est très élevé, donc qui n'est pas bénéfique pour eux et qui ont des avantages donc de toute opération de la production. C'est pour cette raison donc ils renoncent à l'idée de recruter et à l'idée de produire. Et c'est vers la fin, donc c'est un problème, c'est une faiblesse au niveau de l'offre, surtout dans le marché des biens et des services.
Maintenant, d'autres, certes, donc pour l'école keynésienne, s'il y a un chômage, au contraire, elle est due à l'insuffisance de la demande. Cette fois-ci, donc, les keynésiens ici de concevoir les choses du point de vue de la demande. S'il existe donc du chômage, c'est un problème au niveau de la demande, c'est-à-dire il y a peu de demandes parce que, rappelez-vous, donc la demande en TCP pour les keynésiens, ou bien pour John Maynard Keynes, c'est bien sûr donc c'est le déterminant essentiel de l'investissement, c'est-à-dire donc de la production. Alors Keynes met l'accent sur la demande globale qui comprend la consommation, l'investissement, mais également les exportations. Alors que les libéraux insistent sur l'offre, les keynésiens s'intéressent à la demande. Regardez donc, même au niveau de l'angle sur lequel donc, on conçoit les choses, donc il n'est pas la même entre les keynésiens et les classiques. Alors donc, le chômage provient d'une insuffisance de la demande effective, c'est-à-dire la demande effective n'est pas suffisante pour motiver les investisseurs à investir davantage et à produire, puis à recruter davantage et à embaucher davantage. Donc, demande des biens et des services anticipés par les entreprises n'est pas suffisante, ce qui conduit ces dernières à limiter la production et donc l'emploi, parce que la demande n'est pas motivante, la demande n'est pas intéressante pour produire davantage. C'est pour cette raison donc on renonce à la production et donc on crée moins d'emplois. Et voilà pourquoi le chômage persiste. D'autres expliquent certes donc les marxistes et ils expliquent le chômage par quoi? Par la substitution du capital au travail. S'il existe du chômage, il est dû à l'évolution technologique et surtout donc à la recherche continue donc des producteurs, de l'augmentation et de l'amélioration de la productivité. Cette dernière passe par quoi? Par la substitution du capital au travail, c'est-à-dire on remplace le travail par le capital, donc on licencie davantage. Alors pour Marx, donc les capitalistes, pour augmenter leur richesse, vont remplacer les hommes par des machines qui ont une grande productivité à un coût moindre. C'est donc la substitution du capital au travail qui est à l'origine du chômage. D'ailleurs, donc, pour Marx, il parle d'un chômage technologique. Et puis, on va voir avec Malin Wu, quelqu'un qui a essayé donc, de faire la synthèse entre l'apport des classiques, des libéraux de manière générale, mais également celui des keynésiens. Donc, dans le cadre de la théorie du déséquilibre, en fait, Malin Wu, donc, il a essayé d'expliquer, bien évidemment, donc, le rôle, le contexte de la définition de la cause. C'est-à-dire qu'il faut voir le contexte en essayant donc de décrire le contexte, en essayant de décrire ce concept on peut facilement donc repérer et déterminer la cause du chômage et donc par conséquent donc on peut apporter des solutions appropriées et adéquates au chômage. Alors les théories libérales et keynésiennes du chômage semblent irréconciliables. Donc elles sont irréconciliables. Déjà on a vu ça, donc chacun conçoit la problématique donc sous un angle qui est différent avec celui des autres. Donc c'est normal parce que ces théories ne sont pas réconciliables, alors que les deux en partie ont raison. Donc de manière générale, selon Malin Wu, même si ces théories ne traitent pas de la même façon le chômage et leur vision des choses et leurs théories sont irréconciliables, elles ont en partie chacun ou bien chacune donc elle a raison. Maintenant le principe de départ de l'analyse de Malin Wu, je reprends le principe de base de Malin Wu, c'est que les prix, les salaires spécialement sont très peu flexibles contrairement à ce que avançaient les libéraux. Parce que dans la théorie libérale, le principe de base, c'est que les prix sont complètement et parfaitement flexibles. Donc, le rééquilibrage doit être fait, c'est-à-dire le rééquilibrage de le marché entre l'offre et de la demande doit être fait
pas par les prix, mais par les quantités. C'est-à-dire, contrairement à l'analyse libérale, le prix n'est plus la variable d'ajustement. Mais maintenant, ce sont les quantités qui se considèrent comme étant la variable d'ajustement au niveau du marché du travail par excellence. Soit la quantité à produire dans le marché des biens et des services, soit la quantité de salariés dans le marché du travail. Selon le contexte où on se trouvera alors face à un chômage keynésien, c'est-à-dire explicable par la théorie keynésienne, et par du coup, la solution et les solutions seront keynésiennes, ou bien le contraire, soit un chômage explicable par les théories libérales et avec donc des solutions libérales. Donc en fonction de le contexte, le chômage soit qu'il est keynésien ou bien il est libéral. S'il est keynésien, donc il faut chercher à appliquer une solution libérale, une solution keynésienne. Et au contraire, si le contexte est un contexte du chômage libéral, donc la solution à appliquer, c'est la solution libérale. Chômage de type keynésien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre de biens est supérieure à la demande. Rappelez-vous donc pour Keynes, la cause, le chômage, c'est l'insuffisance de la demande. C'est-à-dire donc, si le contexte est caractérisé par une offre des biens au niveau du marché qui dépasse la demande, et donc c'est un chômage de type keynésien. Mais les prix ne baissent pas, malgré que l'offre de biens est supérieure à la demande, des fois les prix ne baissent pas. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, donc pour le Malinvou, les prix et les salaires sont peu flexibles, c'est-à-dire donc ils ne réalisent pas rapidement avec l'évolution du marché. Malgré cette situation de l'abondance de l'offre, les prix ne baissent pas pour le faire, bien évidemment, pour corriger ou bien faire un rééquilibrage. Offre de travail, même chose, est supérieure à la demande de travail. Même chose, les salaires, parce qu'ils sont très peu flexibles, ne baissent pas automatiquement. L'équilibre va se rétablir en faisant varier les quantités. C'est-à-dire, donc, il faut chercher une solution keynésienne. Cette solution keynésienne qui est quoi? Qui est la relance par la demande. Il faut relancer la demande, il faut encourager la demande. Pourquoi? Pour le rééquilibrer pour faire un rééquilibrage de le marché. C'est-à-dire ici donc la solution libérale de baisser les salaires et ainsi de suite, c'est-à-dire ne peut pas être appliquée. Maintenant, le chômage, c'est les classiques. C'est les classiques, donc il y a de l'insuffisance de l'offre, c'est-à-dire la demande est supérieure à l'offre, aussi bien dans le marché du travail que dans le marché des biens et des services. Les prix ne montent pas. Cette fois-ci, donc, la demande est importante, mais les prix ne montent pas à cause de quoi? De la concurrence, généralement. Même chose, l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. Donc, les salaires, ici, c'est le contraire, l'offre de travail est inférieure à la demande de travail, mais également, donc, les salaires ne baissent pas. Je reprends parce que nous sommes dans un contexte je reprends parce que nous sommes dans un contexte de chômage, c'est l'offre de travail qui est supérieure, là c'est correct. Hein. L'offre de travail est supérieure à la demande, donc les salaires, mais les salaires restent également donc peu flexibles, ils ne varient pas, ils ne baissent pas. Logiquement, les entreprises devraient produire pour satisfaire la demande. C'est normal. Lorsqu'il y a beaucoup de demandes, alors qu'il y a peu d'offres, donc les entreprises ont de l'intérêt à augmenter de la production pour satisfaire leurs demandes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Là, parce que les salaires ne baissent pas, là, il y a un déséquilibre.
va se résoudre en jouant quoi sur les quantités. Mais cette fois, c'est les quantités de quoi? Si les entreprises refusent de produire plus, pourquoi? La raison, c'est que le coût de salaire leur paraît trop élevé. Parce que, regardez, donc, on a dit que même en contexte de chômage, les salaires ne baissent pas. Donc, ils préfèrent quoi? Ne pas augmenter les quantités produites. On est face à un chômage de type libéral. Donc, la solution, pardon, ça sera donc une solution libérale, c'est-à-dire donc il faut ici donc de réduire le coût de salaire pour encourager les entreprises à produire. Donc il faut donc des solutions libérales, baisser le coût salarial, flexibiliser la main-d'œuvre pour que les entreprises augmentent les quantités de salariés, c'est-à-dire le nombre de salariés à recruter, et bien évidemment le nombre de produits offerts. Pourquoi? Pour répondre à la demande. Remarque, si on suivait les keynésiens qui augmentent la consommation, dans ce cas-là, on ne fera qu'augmenter le déséquilibre. C'est-à-dire ici, dans ce contexte, donc on ne peut pas appliquer donc la solution keynésienne pour une simple raison, l'augmentation de la consommation, c'est-à-dire c'est l'augmentation de la demande. Au contraire, on aggrave le déséquilibre dans le marché des biens et des services. Alors qu'on sait que le marché du travail, déjà, il y a un déséquilibre, donc vers la fin, donc on aggrave la situation. L'important est donc de bien déterminer à quel type de chômage on a affaire. C'est-à-dire donc la théorie de Maninvaux comme étant une synthèse de la théorie libérale et keynésienne. Donc il n'a pas tranché, on ne peut pas trancher quelle est la solution appliquée que en décrivant donc suffisamment le contexte et en essayant donc de catégoriser le contexte. Si le contexte est keynésien, donc il faut une solution keynésienne. Si le contexte libéral, donc il faut une politique ou bien donc des politiques libérales. Maintenant, donc, cinquième cause, le chômage. Le chômage peut être il peut être dû à un comportement des chômeurs pendant la recherche de l'emploi. On retient donc ici donc la théorie de George Stigler, Job Search, c'est-à-dire la théorie de la recherche de l'emploi. Cette théorie donc de Stigler donc permet d'expliquer la coexistence entre le chômage volontaire et un chômage involontaire en même temps. C'est-à-dire pendant cette période de la recherche de l'emploi, les deux chômages coexistent. D'abord, donc cette théorie de Job Search donc, explique la durée de chômage. La durée de chômage des individus, on la sépare en deux temps. D'abord chômage volontaire, puis chômage involontaire. Dans un premier temps, lorsque quelqu'un vient de quitter un poste, elle cherche un autre, qu'est-ce qu'elle fait? Généralement, elle arbitre entre les offres proposées sur la base du salaire. Les offres, il essaie normalement de chercher un salaire qui est supérieur à la moyenne, un salaire moyen qu'on pourra lui proposer plus tard. C'est-à-dire, c'est pour cette raison donc, parfois il décide de rester en chômage volontairement. C'est-à-dire au premier temps, lorsque on vient de quitter un emploi, pendant cette période, le chômage est volontaire parce que les chômeurs sont exigeants en matière de salaire. Donc, ils comparent toujours le salaire proposé par le recruteur par une moyenne que le salarié pourra, dont il peut bénéficier, d'accord, donc plus tard. Donc, elle pourra, bénéficier plus tard. Alors, dans un deuxième temps, après un moment, dans cette situation de chômage, le chômeur cherche à tout prix un emploi. Après donc une période, en restant pendant une période de chômage, on devient plus exigeant, donc on essaie donc de chercher à n'importe quel prix donc de trouver un emploi. Donc chômeur cherche à tout prix donc un emploi. S'il ne trouve pas, donc ici donc c'est involontaire, donc il reste dans le chômage parce qu'il n'y a pas de recruteur. La théorie de Job Search fournit donc ainsi une explication chômage frictionnel. Donc ici, regardez donc là, Stigler, donc il a essayé donc de fournir une explication chômage frictionnel qui est un chômage entre
bien évidemment, donc la période, la date de la perte de l'emploi et la date donc de la recherche d'un nouveau emploi. Donc ça prend de temps en fonction du dynamisme du marché du travail. Et maintenant, donc, on va finir par la sixième cause, le chômage, et peut être expliqué soit par les rigidités réglementaires, c'est-à-dire l'État, les rigidités imposées par l'État, sinon par les stratégies d'acteurs dans le marché, comme on peut les considérer comme étant ces deux éléments comme étant une source de dysfonction, c'est-à-dire une source de chômage. Le rôle des pouvoirs publics et aussi donc les stratégies des acteurs. On va revenir les acteurs, soit les entreprises, soit les syndicats, soit également les employés, et même les employeurs. Donc les stratégies de ces acteurs, je reprends donc et souvent invoquées comme une source de dysfonctionnement du marché. C'est-à-dire le chômage, il peut être expliqué par le rôle des pouvoirs, le rôle de l'État, le marché du travail, mais également par les stratégies des acteurs dans ce marché. Commençons par le rôle des réglementations. On parlait généralement des rigidités réglementaires. On va traiter deux rigidités essentielles. D'abord, le salaire minimum. Alors, pour le salaire minimum, c'est une pratique dans nombreux pays. Donc, beaucoup de pays ont institué dans un salaire minimum, ils ont imposé dans leur réglementation ou bien dans leur législation de travail un salaire minimum à respecter. Au Maroc, on parlait de l'USMIC. Au niveau de la France, on parlait de l'USMIC. Le salaire minimum interprofessionnel garanti au Maroc et le salaire moyen interprofessionnel, donc le salaire minimum interprofessionnel de croissance au niveau de la France. Alors, donc, si le salaire minimum est fixé au-dessus du salaire d'équilibre, si on fixe un salaire d'équilibre au-dessus donc du salaire d'équilibre, il induit un chômage comme celui qui apparaît on va voir sur la figure dans le diapo suivant. Mais, donc, si le salaire maintenant, mais le mécanisme de retour à l'équilibre est rendu donc impossible. Pourquoi? Parce qu'on impose donc un SMIC ou bien un SMIC, ça dépend du contexte. Donc, on interdit à ce que le salaire baisse au-dessus de ce salaire et donc c'est impossible de réaliser un équilibre. Donc, on va expliquer ça sur ce graphique. Regardez ici, donc là c'est le salaire d'équilibre, voilà, W étoile. Donc, le salaire qui assure donc l'intersection entre la demande et l'offre de travail. Ici, c'est de la quantité d'équilibre. Maintenant, si par exemple, si on fixe un salaire, si on fixe ici par exemple un salaire minimum qui est supérieur au salaire d'équilibre, regardez que lorsqu'on fixe le salaire minimum supérieur au salaire d'équilibre, donc généralement, donc on crée le chômage. On crée le chômage et on assiste à une situation de chômage. Regardez ici, donc on cherche, ici le salaire minimum, on va chercher la quantité demandée de travail. Donc ici, c'est la quantité Q1, et la quantité demandée, la quantité offerte, c'est Q2. Donc Q2 est supérieur à Q1. Donc, et le chômage, c'est la différence entre les deux. Donc, parce que le salaire minimum est supérieur au salaire d'équilibre, donc la quantité demandée est inférieure à la quantité offerte. Il est inférieur à la quantité offerte par les ménages ou bien par ceux qui cherchent de l'emploi. Ici, donc, on crée un chômage involontaire qui est égal à la différence entre la quantité offerte et la quantité demandée. C'est pour cette raison, la fixation donc d'un salaire minimum peut créer de chômage, parfois il peut expliquer l'existence du chômage. Et ce chômage, il est dû à ça parce que donc lorsque le marché exige donc un salaire inférieur au salaire d'équilibre pour réaliser de l'équilibre, là les mécanismes donc s'arrêtent, se bloquent à ce niveau. Donc c'est de l'impossible à ce que les salaires baissent au-dessous de ce salaire. C'est pour cette raison, cette rigidité
fait que la loi de l'offre et de la demande ne fonctionne pas correctement et donc c'est de l'impossible de réaliser un rééquilibrage entre l'offre et de la demande. Deuxième rigidité, ce sont les allocations de chômage. Ce sont là où il y a de l'indemnité, l'indemnisation de chômage, cette indemnisation crée un aléa moral et donc elle encourage parfois les personnes à rester dans la situation de chômage. Là, on va traiter donc ça avec Jack Rueff. C'était le premier qui a essayé donc de développer une analyse en traitant le marché britannique du travail entre les deux guerres. Donc, Jack Rueff, il a constaté que les ouvriers anglais qui se trouvaient au chômage étaient subventionnés par une mesure appelée Dole. Donc, il dissuadait donc cette mesure de Dole, dissuader selon lui les chômeurs, c'est-à-dire il démotive les chômeurs de chercher réellement un emploi parce qu'ils ont une subvention, ils ont peu, donc une indemnité de chômage, c'est pour cette raison et n'ont pas de l'intérêt à aller chercher réellement et activement un emploi. On pouvait donc attribuer à cette mesure sociale une part de la responsabilité du fort chômage à l'époque. Remarque, ce mécanisme, c'est vrai, ce mécanisme ne crée aucun chômage. Pourquoi? Parce que déjà la personne est en chômage. Ce qu'il fait, c'est qu'il démotive les personnes à aller chercher le chômage. C'est-à-dire il est responsable de quoi? De la continuité des personnes dans la situation de chômage. Et on peut normalement parler de quoi? Le fait que ce mécanisme place de nombreux agents économiques en porte-à-feu, c'est-à-dire sur des bases, des appuis qui ne sont pas solides et fragiles. Un tel chômage qui correspond à la préférence donnée rationnellement au couple allocation-loisir, s'il y a donc cette indemnité, c'est-à-dire ça crée normalement quoi? Ça permet les chômeurs d'arbitrer à ce couple allocation avec le loisir, l'indemnité avec le loisir. Sur le couple de quoi salaire-travail. C'est-à-dire ils préfèrent rester chez eux et bénéficier de leur temps libre, également d'une indemnité, peu importe bien sûr son importance. Au lieu de quoi? D'aller travailler contre un salaire. Et donc là, on peut rattacher ces situations selon la théorie des assurances à ce qu'on nomme l'aléa moral. Il crée c'est-à-dire cette indemnité crée de l'aléa moral chez les chercheurs de l'emploi, c'est-à-dire chez les chômeurs. En fait, le fait que les agents sont moins attentifs vis-à-vis de quoi? Du risque, quand ils savent qu'elles sont assurées. Donc, parce que ces personnes sont normalement assurées avec les minima sociaux, avec ce minimum de salaire, là, elles ont un salaire minimum, un revenu minimum, donc elles ne sont pas attentifs vraiment à ces situations de chômage. Ils ne cherchent pas à changer et à améliorer leur situation en essayant de trouver un nouveau emploi parce qu'elles sont assurées contre zéro revenu parce qu'on leur garantit quand même un minimum. Puis deuxième type de rigidité, ce sont les rigidités résultantes des stratégies des acteurs. Maintenant, quels sont les acteurs généralement qui sont présents sur le marché? D'abord, les offreurs, ce sont soit les salariés ou bien ce qu'on appelle les chômeurs, puis les employeurs, puis les syndicats. Et généralement, peut-être on peut également rajouter les syndicats des employeurs, mais normalement, généralement, cette analyse, on s'intéresse beaucoup au syndicat, c'est-à-dire à cette association privée, à cette administration privée qui représente collectivement les employés. Maintenant, on va commencer par le rôle des syndicats. Dans le marché, ou bien le modèle standard du marché, il y a quand même cette condition de l'atomicité. Il faut qu'il soit rempli. Et
Et l'atomicité repose sur quoi? Sur le fait que les offreurs de travail sont isolés les uns des autres et sont dénués de tout pouvoir de marché. C'est-à-dire les offreurs, même chose que les demandeurs, n'ont pas un pouvoir pour changer, pour orienter le marché vers une tendance bien déterminée. Donc, elles ont peu de pouvoir. Donc, c'est ce qui assure quand même donc, un fonctionnement normal et correct du marché. Mais, s'ils s'unissent, s'ils décident de s'unir dans des syndicats, de se regrouper dans des syndicats, ceci détient alors un pouvoir. Parce que donc, l'union déjà fait la force. Lorsque ces employés décident de se regrouper, de s'unir dans un syndicat, une association, donc ils auront forcément donc, un pouvoir de négociation important vis-à-vis des employeurs ou bien des entreprises. Pardon. Donc, un pouvoir de marché qui peut être considérable, qui devient pouvoir de monopole s'il y a qu'un seul syndicat. On se retrouve avec un seul syndicat, donc on se retrouve avec un pouvoir de monopole des salariés. C'est-à-dire donc une seule association, un seul syndicat qui représente les salariés. Donc, ce qui est contradictoire avec la logique de le modèle standard du marché. Et le syndicat peut maintenant, qu'est-ce qu'il peut se transformer en faiseur de prix. Au lieu à ce qu'il soit un preneur de prix, de la même manière que les autres, que les employeurs, là, le syndicat peut se transformer en un acteur majeur dans la fixation des prix. Et en conséquence, il fixe en même temps que le taux de salaire, la quantité de travail qui sera échangée. C'est-à-dire, donc, les syndicats peuvent intervenir dans le marché pour imposer aussi bien le taux de salaire, mais également les quantités de travail à échanger. Donc, comme ça, donc, le modèle standard du marché du travail n'est pas respecté. Un des dangers de ces situations de monopole, c'est quoi? Et le risque que les entreprises renoncent à investir. Si les entreprises trouvent face à eux donc des syndicats puissants, syndicats qui interviennent dans la fixation des prix et même la quantité de travail, donc on risque à ce que ces entreprises renoncent à investir. Pourquoi? Parce qu'ils voient que les revenus supplémentaires que pourraient donc procurer les investisseurs peuvent être confisqués par la politique du salaire des syndicats, c'est-à-dire donc ils peuvent quand même juger donc l'intervention des syndicats comme étant une politique pour confisquer leurs efforts, c'est-à-dire donc en demandant à chaque fois l'augmentation des salaires et la fixation des salaires élevés. Voilà, donc en parallèle avec le rôle des syndicats, il y a également, parmi des rigidités, donc les stratégies des firmes, des entreprises. Les stratégies des entreprises en elles-mêmes peuvent être derrière, donc le chômage, peuvent créer le chômage. Comment? Regardez, donc les entreprises ne doivent pas seulement acheter le travail, c'est-à-dire donc l'achat de le travail n'est pas leur grand souci. Donc, ils doivent aussi veiller à ce que les travailleurs soient efficaces au travail. On recrute, mais également, il faut que les travailleurs soient efficaces, soient productifs au sens exact du terme. Pour cela, donc, il y a une seule possibilité qui existe, c'est pour atteindre cette efficacité, pour rendre les salariés efficaces, il faut normalement une rémunération en fonction de leurs résultats. C'est-à-dire qu'il faut attendre à ce qu'on réalise un travail, on apprécie le travail, sur la base de ça, donc on rémunère. Si elle réalise de très bonnes performances, donc on décide de lui payer donc un salaire élevé avec des primes sur le résultat, par exemple. Cependant, une telle politique n'est pas entièrement réalisable. C'est difficile de mettre en place cette politique pour une simple raison, parce qu'il est souvent impossible d'observer individuellement chaque employé, de suivre de très près chaque employé
et d'apprécier correctement ce résultat. Surtout lorsqu'on travaille en équipe, ça crée donc des problèmes, c'est difficile donc d'individualiser la rémunération. C'est pour cette raison, cette vision des relations de travail aboutit à quoi? À une autre vision, surtout à une théorie du salaire d'efficience. C'est-à-dire, on inverse la logique. Au lieu donc de recruter et de laisser le salarié travailler et jusqu'à la fin on rémunère en fonction de son résultat, là, on va commencer au départ de donner des salaires très élevés pour attirer donc les meilleurs profils et les salariés qui sont les plus productifs. Selon cette théorie, ce n'est pas l'efficacité ou la productivité du travail qui explique les variations de salaire, mais au contraire, c'est l'augmentation de salaire qui explique l'augmentation de l'efficacité du travail. C'est-à-dire là, la logique de le salaire d'efficience, d'abord commencer par augmenter les salaires, puis réaliser l'efficacité donc, et la productivité, et non pas l'inverse, comme c'était le cas dans la théorie donc le classique et la théorie ancienne. Il repose sur le fait que la question vraiment importante pour les firmes, c'est quoi? N'est pas de payer le moins cher possible un facteur de travail homogène, mais au contraire d'obtenir la plus grande qualité de ce facteur. C'est-à-dire la problématique centrale n'est plus de chercher à réduire les salaires, mais on peut décider de payer donc un salaire très élevé, mais à condition à ce que la qualité de travail de ce facteur de travail soit de très bon, soit très bon, soit également en amélioration. Donc c'est pour cette raison les firmes décident donc de fixer des salaires à des niveaux plus élevés. Donc même si le salaire d'équilibre donc est inférieur, donc on fixe un salaire d'efficience plus élevé, donc on empêche le marché à fonctionner correctement et on empêche les salaires à baisser au-dessus de quoi? De ce salaire d'efficience. Et donc, on bloque le mécanisme et on bloque normalement, on interdit à ce que le marché du travail soit en équilibre. Les entreprises ne souhaitent pas vraiment donc, des salaires bas puisqu'ils pensent que cela nuit à la productivité. Dès lors, on ne peut pas s'attendre à un retour à l'équilibre par une baisse de salaire. C'est impossible, même si le contexte donc, exige impôt et demande un retour à l'équilibre par la baisse des salaires, donc c'est de l'impossible parce qu'on fixe toujours un salaire d'efficience. Au contraire, pour les fermes, les entreprises, ils fixent des salaires élevés pour attirer davantage donc, les profils, les meilleurs profils. Maintenant, on va finir par les stratégies des employés. Dans le cadre de la théorie Insiders-Outsiders, cette théorie a été développée au début donc, des années 80 par Lindbeck et Snow. Elle s'appuie sur les coûts de turnover et également le pouvoir des insiders. Deux éléments qui expliquent le chômage. Le coût de turnover, c'est-à-dire quoi? Le coût d'abord de licenciement, le coût de recrutement, d'adaptation au poste, de formation, et ainsi de suite. Mais également sur le pouvoir des insiders, c'est-à-dire ceux qui travaillent, les salariés qui travaillent dans l'entreprise, ils ont comme un pouvoir qui influence, et donc influence en partie les décisions de salaire et de l'emploi au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire les entreprises décident donc les salaires en fonction de ces éléments. Alors l'existence de ces coûts engendre une différence entre le gain net que procure donc à la ferme un titulaire d'emploi stable, quelqu'un qui est stable, parce qu'on décide si on veut par exemple licencier quelqu'un qui touche un salaire élevé par deux salariés qui sont prêts à accepter la moitié de le salaire. Donc, les entreprises n'ont pas de l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils comparent le gain net normalement de garder ce salarié et le résultat, normalement, qu'on peut gagner, donc qu'on peut réaliser en embauchant donc un chômeur ou bien en recourant à des travailleurs précaires, les outsiders. Donc on compare ça parce que licencier un salarié ancien qui a un salaire élevé, donc ça demande de quoi? En plus
licencier, donc il faut lui payer donc le coût de licenciement, recruter donc également, il faut penser les charges de recrutement, il faut penser également le coût de l'adaptation poussée, ainsi de suite. Ça, ce sont des coûts de turnover, là d'une part. Sur la base de ça, on décide. Si le recrutement de ce nouveau chômeur qui est prêt donc à travailler avec un salaire faible, inférieur à celui des titulaires d'un emploi stable au niveau de l'entreprise, la décision doit être fondée sur quoi? Pas uniquement sur ces éléments, mais il faut tenir compte d'abord le coût du turnover également. J'allais dire, donc il faut également tenir compte de ça dans les calculs. Mais également, il faut tenir également il faut tenir en compte également le pouvoir des insiders parce que ils peuvent compliquer bien évidemment la tâche au chômeur lorsqu'on recrute une nouvelle recrue. Donc lorsqu'on l'intègre dans l'entreprise, les insiders parfois ne collaborent pas. Donc ils peuvent rendre difficile donc l'intégration de cette personne, donc ce qui coûte normalement cher pour l'entreprise. C'est pour cette raison également on tient compte le pouvoir des insiders. Alors cette théorie permet d'expliquer que les salaires continuent de progresser malgré la hausse du chômage. Des fois, il existe le chômage, normalement les salaires baissent, mais au contraire, on essaie c'est-à-dire parce que les insiders ont un pouvoir, également les entreprises savent très bien qu'il y a un coût de turnover, au contraire. Donc, pour qu'ils augmentent la productivité, ils décident d'augmenter et de fidéliser davantage leurs insiders, c'est-à-dire les titulaires d'un emploi stable dans l'entreprise. Alors, donc, voilà très précisément, donc, de manière rapide et concise en quoi consistent ces rigidités aussi bien réglementaires que les stratégies des acteurs comme étant des causes de chômage. Maintenant, donc, on va faire cette précision. En fait, nous devons savoir une chose, c'est que le chômage, c'est vrai, donc c'est un phénomène complexe, c'est-à-dire donc il a des causes multiples. Mais jusqu'à présent, on a essayé donc de traiter les causes dans le cadre théorique. Mais il existe plusieurs causes, donc deux qui sont d'ordre le général, qui peuvent être parfois donc avancées pour expliquer le phénomène de chômage. Donc dans cette présentation, je vais essayer donc d'avancer presque 6 causes générales qui peuvent expliquer parfois le chômage. La première des choses, la crise économique. En période de crise, donc ça rejoint en partie donc la théorie keynésienne. En période de crise, donc la demande sur les biens et services donc baisse, donc en fait la production par voie de conséquence baisse, c'est-à-dire donc la création des emplois également diminue, ce qui crée le chômage. Parfois même les entreprises licencient les salariés en période de crise pour augmenter le chômeur dans le marché. Puis la deuxième des choses, c'est la pression démographique. Cette pression démographique, elle explique ou bien elle est la cause essentielle donc, du chômage structurel. Parce que dans les pays où il y a un taux démographique très élevé, donc il faut s'attendre à une vague importante de nouveaux demandeurs d'emploi. Donc si l'économie n'est pas, l'appareil de production n'est pas prête et n'est pas dynamique et ne crée pas davantage des emplois, donc on peut facilement donc, se trouver avec ce flux donc, de chômage et son aggravation. Et également, donc, nous sommes dans un contexte mondial connu, donc marqué par la concurrence internationale. Et il y a de la concurrence internationale, surtout donc, de la part des pays émergents, dans les pays industrialisés, parce que les pays émergents ont donc un coût de salaire faible, ils exercent donc un dumping social. Et dans les pays développés, généralement, donc, on a assisté donc à une vague de délocalisation
cette délocalisation crée donc le chômage, il détruit des emplois dans les pays d'origine pour aller les créer donc dans ces pays-là donc d'accueil qui offrent en fait un travail, de bon marché, un travail avec des salaires bas. Puis l'interdépendance des économies, dans le cadre également de la mondialisation, donc les économies sont en interdépendance, une crise dans un pays peut se propager rapidement vers les autres. Et donc on peut associer donc une problématique de quoi? Une crise parfois donc à l'échelle de plusieurs pays en même temps, ce qui crée donc ce qui impacte négativement la demande à l'échelle internationale. Et par voie de conséquence, donc elle crée le chômage. Puis la vulnérabilité de certaines personnes. Certaines personnes sont vulnérables, sont précaires, donc même s'il y a des postes de travail, faute de leurs compétences, de leur diplôme, de leur niveau donc, de scolarisation, donc ils ne trouvent pas de l'emploi au niveau de le marché. Peut-être parce que donc, leur productivité donc, est jugée insuffisante par les employeurs, ou bien parce qu'il n'y a pas donc ils produisent, leur productivité donc est faible, donc du coup donc c'est difficile à ce qu'ils trouvent un emploi. Certes, des personnes qui restent dans la situation de chômage pour une longue période, donc ils perdent leur capital humain, leur qualification, et donc parfois c'est très difficile à ce qu'ils trouvent un emploi, à ce qu'ils réussissent à s'intégrer dans le marché de travail facilement. Puis on va finir par l'adaptation des demandes d'emploi. Donc cette question, cette histoire de l'adéquation entre les formations et la formation et les emplois et les emplois offerts. Donc peut-être donc certains certains demandeurs d'emploi, bien évidemment, n'ont pas le profil demandé par les offreurs de l'emploi. C'est-à-dire et c'est donc ceux qui offrent le travail. Bien évidemment, ils ont un profil différent de celui demandé par les entreprises comme étant des demandeurs de travail. Donc voilà, d'une manière rapide, certain nombre de causes qui peuvent être qualifiées de générales, qui peuvent expliquer parfois le phénomène de chômage. Maintenant, donc, on va passer les conséquences. C'est le chômage a plusieurs causes, également il a plusieurs conséquences. On va essayer donc de traiter ces conséquences au niveau individuel, sur le plan individuel, mais également sur le plan général ou bien sur le plan macro à l'échelle d'un État. Alors, sur le plan individuel, donc se trouver donc en situation de chômage, d'abord, donc le produit, la première des conséquences, c'est la perte de revenus. Lorsqu'on perd le revenu, donc ça peut assister à une affectation de la personnalité, l'isolement de la personne, l'exclusion sociale, donc ça peut conduire donc cette situation de chômage à des problématiques au niveau de la personnalité de le chômeur. Puis, les difficultés, donc c'est la personne est isolée, et là, il est exclu socialement, donc il trouve des difficultés à s'intégrer socialement, donc c'est normal, et cette situation peut aboutir, il peut créer donc chez cette personne donc des difficultés psychologiques, et bien évidemment, donc et c'est difficile à ce que cette personne trouve un emploi et rapidement. Peut-être parce que le chômeur perd son emploi, c'est normal à ce que se trouve en surendettement. Puis, lorsqu'on reste dans le chômage pour une longue période, donc cette situation peut conduire à la déqualification professionnelle et la non-expérimentation pour des chômeurs qui oublient tout ce qu'ils ont appris pendant une longue durée. Donc, lorsqu'on reste, on perd normalement ce capital, c'est normal, on perd ses qualifications et surtout avec cette évolution donc, qui est rapide des compétences, des technologies, des moyens qu'on mobilise dans le travail, donc ça permet donc une déqualification rapide du chômeur. Maintenant, sur le plan socio-économique global, c'est-à-dire à l'échelle macro, ça conduit donc le chômage conduit à l'effritement du lien social,
donc des crimes, la délinquance, l'agrandissement des bidonvilles, l'exode rural et ainsi de suite. Donc ça crée cet effritement du lien social à l'échelle d'un État. La perte et le gaspillage des énergies humaines et donc la fragilisation de la croissance lorsque il y a une perte et le gaspillage donc, du capital humain. Donc, ça fragilise davantage la croissance, c'est-à-dire donc c'est difficile donc de créer donc une croissance élevée avec des personnes en chômage. Puis la marginalisation d'une partie de la population, une partie se trouve marginalisée, désintégrée dans la société, donc ce qui crée quand même des problèmes à l'échelle de l'État, de manière générale. Le coût du chômage pour l'État et pour les familles est également très élevé. Si l'État indemnise, s'il indemnise le chômage, donc ça coûte trop cher. S'il n'indemnise pas, c'est la même chose. Là, il faut quand même gérer donc en fait, les conséquences de chômage en termes de quoi, de la délinquance, en termes donc de développement, le développement donc des crimes et ainsi de suite. Donc là, ça crée quand même un problème au niveau de l'État. L'État doit quand même donc gérer ces situations, ce qui coûte de l'argent. Alors, manque à gagner pour les organismes de protection sociale, plus de chômage, c'est plus de dépenses et moins de recettes. Et réduction de la demande par la fragilisation de le revenu, s'il y a donc peu de revenus distribués parce qu'il y a beaucoup de chômage, donc on assiste donc à la baisse de la demande et donc la demande comme étant un déterminant essentiel donc de l'investissement et de la production, donc ça fragilise quand même bien évidemment donc ça fragilise l'économie et ça rend quand même la demande réduite. Et enfin, les risques politiques des risques politiques et sociaux. Avec plus de chômage, on peut assister à beaucoup de manifestations, donc pour de manifestations pour demander donc des postes de travail et demander à l'État donc de trouver des solutions à ça. Donc, ce qui parfois donc peut aboutir donc à des risques, ça augmente des risques politiques, mais également des risques sociaux. Alors maintenant, certes, le chômage il a un certain nombre de conséquences, qui sont en grande partie des conséquences graves. C'est pour cette raison qu'il faut chercher des solutions. Les solutions sont appelées généralement, on les appelle des politiques d'emploi. Alors, donc, on va définir d'abord qu'est-ce qu'une politique d'emploi. En fait, plusieurs définitions peuvent être avancées à la politique d'emploi. D'abord, c'est l'ensemble des interventions publiques, l'ensemble des interventions de l'État sur le marché du travail qui visent à en corriger les déséquilibres et les effets néfastes qui peuvent en résulter. Donc, soit qui peuvent en résulter. Alors, donc, c'est l'ensemble des interventions, l'ensemble des décisions prises par l'État et qui vise ce marché-là, qui vise à corriger ce déséquilibre et également à corriger les effets néfastes qui peuvent être résulter donc de ce chômage. Ou bien, les politiques d'emploi sont l'ensemble des mesures mises en œuvre par les administrations publiques dans le but de quoi? D'accroître l'emploi, augmentation de taux d'emploi de la population en âge de travail et de réduire le chômage, recherche donc du plein emploi. Ou bien, donc, on peut également dire que la politique pour l'emploi peut comprendre l'ensemble des interventions publiques sur les différents marchés. Parfois, ça dépasse la politique d'emploi, peut dépasser de loin. Donc, le marché du travail, en intervenant dans le marché des biens et des services, marché des capitaux, marché du travail, et qui cherche quoi à agir sur le niveau de l'emploi et le niveau du chômage. Il comprend donc la politique de la relance, peut-être là, ça concerne la politique de la relance keynésienne. Maintenant, les types et les objectifs de la politique d'emploi. Donc, généralement, les politiques d'emploi sont de deux types. Elles sont donc on distingue donc des politiques actives et des politiques passives. D'accord? Donc, des politiques actives et des politiques passives. Donc, pour les politiques passives, donc, ce sont des politiques des interventions ayant pour finalité donc, de rendre le chômage supportable. Regardez, donc, on essaie donc, de traiter les conséquences.
soit d'une part donc de rendre le chômage supportable, c'est-à-dire quoi? Donc ces politiques elles sont passives parce que elles s'arrêtent ou bien s'intéressent au traitement social du chômage, avec la volonté de ne pas accroître la demande de travail. Donc on n'exprime pas une volonté directe, une volonté de ferme pardon, donc pour accroître la demande de travail. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On essaie donc de traiter les conséquences du chômage, c'est-à-dire de le rendre supportable et dans le cadre de quoi? De faire un accompagnement donc, social des chômeurs en les indemnisant. Alors donc ici, donc, les revenus, l'objectif c'est d'accompagner socialement les chômeurs en les indemnisant. Ces revenus de substitution réduisent le risque de quoi? De pression sociale et limitent les effets de la spirale récessionniste engendrée par ce chômage de masse. Donc voilà l'objectif général on partit donc de la politique passive. Deuxième élément, le deuxième objectif de la politique passive, il consiste à réduire l'offre de travail. C'est-à-dire, regardez, donc les politiques, soit qu'elles traitent les conséquences du chômage, on essaie par ces politiques-là de rendre le chômage supportable en indemnisant les personnes en chômage, ou bien en essayant de réduire l'offre de travail. Jamais donc on ne traite pas, jamais on n'agit pas sur la demande de travail. Et pour ces raisons, elles sont considérées comme étant passives. Alors donc le deuxième objectif donc de la politique passive, c'est de réduire l'offre de travail par le biais de quoi? Par exemple, les pré-retraités, la retraite par l'encouragement de la retraite anticipée, les personnes qui ont rempli quelques conditions, ils peuvent quitter leur poste avant la retraite officielle. Donc parfois l'encouragement des femmes à rester au foyer pour libérer des postes, ou bien des émigrés à quitter leur pays, donc leur pays d'accueil et à aller donc à s'installer dans leur pays d'origine contre quelques indemnités. Donc là, ce sont des politiques qui permettent de quoi? De réduire l'offre de travail. Maintenant, pour les politiques actives, au contraire, elles cherchent à accroître le niveau de l'emploi, c'est-à-dire à agir et cherchent à agir sur la demande de travail dans l'économie. Et là, elles agissent d'abord sur l'offre de travail, à travers quoi? La formation professionnelle, la formation, le conseil, l'aide et la recherche de l'emploi. Si ces politiques donc agissent sur l'offre de travail, c'est via quoi? Via l'amélioration de la formation professionnelle, l'amélioration des qualifications des personnes et des personnes qui sont prêtes, ou bien des personnes qui entrent dans le marché du travail pour qu'ils soient rapidement donc, recrutés et appréciés par les recruteurs. Et ils prennent encore donc appui sur la prime pour l'emploi, qui doit inciter les chômeurs à arbitrer en faveur d'un emploi. Donc on donne donc au lieu de l'indemnisation de le chômage, ici on donne une prime pour ceux qui cherchent un emploi, qui trouvent de l'emploi. Pourquoi? Pour que les chômeurs arbitrent en faveur du couple salaire-travail, au lieu de le couple allocation de chômage loisir. Voilà, donc en faveur de l'emploi plutôt que opter pour les minima sociaux, pour les indemnités, et permettre aussi aux entreprises de verser de bas salaires. Avec cette prime, même si les entreprises proposent des salaires faibles, donc cette prime peut quand même donc récompenser cette perte en termes de salaire au niveau des entreprises et encourager ainsi et rendre ainsi donc le travail attractif pour les chômeurs. Ces politiques également peuvent agir sur la demande de travail. Elles agissent également sur la demande de travail par le jeu de quoi? Des subventions aux entreprises en difficulté. On subventionne les entreprises en difficulté pour garder les salariés, par la création d'emplois publics aidés, les exonérations de charges sociales fiscales aux entreprises créatrices d'emplois, c'est-à-dire là, généralement, ce sont des solutions libérales qui permettent de quoi? De rendre normalement, de réduire et même supprimer les contraintes qui étaient sur l'offre pour encourager les entreprises à produire davantage et à recruter davantage. Alors maintenant, vous voyez, c'est vrai donc il y a ces deux politiques passives et actives et en partie les politiques passives, au contraire, on a vu ça avec Jacques Oluyev,
elle démotive les salariés à aller travailler, donc elle rend le chômage encore donc durable. C'est pour cette raison la tendance aujourd'hui au niveau de la France, c'est vers l'activation des politiques d'emploi qui sont passives. Donc, dans ce cadre-là, on va essayer de traiter donc l'évolution aujourd'hui de la politique de l'emploi, spécialement en France. Donc, on va spécialement donc traiter donc l'activation des politiques passives, comment les mesures d'indemnisation du chômage sont de plus en plus accusées donc de désinciter donc les chômeurs à rechercher une activité. Ça rejoint donc l'idée de Jacques Louis. On est passé ainsi donc progressivement de welfare vers workfare. On n'est pas, c'est-à-dire nous sommes dans un modèle dans lequel la société doit imposer, la société de manière générale, c'est-à-dire l'État impose en contrepartie des revenus sociaux certains types d'activités. C'est fini de bénéficier de ces indemnités, rester et bénéficier pleinement donc de son temps libre, c'est fini. Indemnité contrepartie une activité. Exemple en France, dans cet esprit, le système d'indemnisation a été refondu donc en 2001 en France avec la création de PARP, plan d'aide au retour à l'emploi, ou bien projet d'action personnalisé. Donc on essaie donc c'est-à-dire de demander les personnes en chômage qui bénéficient donc de concevoir leur projet d'action en fonction de chaque chômeur. Parfois, donc, le même cadre, on demande aux personnes en chômage qui bénéficient de l'indemnité d'exercer un certain nombre d'activités. Par exemple, s'impliquer dans l'action associative, exercer un certain nombre d'activités bénévoles. Donc, comme ça, donc, c'est-à-dire donc, toujours donc, lier l'indemnité à la contrepartie. Certes, donc, se forme de l'exercice de quelques types d'activités. Et vers la fin, donc, parmi les tendances également, c'est les mesures. Au niveau de la France, on a essayé de prendre un certain nombre de mesures qui favorisent davantage la flexibilisation du travail. Alors, donc, peut-être on peut essayer donc parler donc de la flexibilité, le concept danois, qu'on a essayé donc d'appliquer dans pas mal de pays. Et même chose, au niveau de la France, on a essayé d'appliquer ce modèle danois de la flexibilité qui flexibilise davantage le marché du travail. Donc, il s'agit des politiques de déréglementation qui visent à flexibiliser, à rendre le marché du travail flexible et à baisser comme ça pour abaisser le coût du travail. Elles prennent principalement appui sur la baisse des charges sociales. Comme ces réductions, c'est vrai, donc ces réductions ne s'accompagnent pas de vrais contrats liant à la réduction du coût à des embauches. Les effets ne sont pas très importants. Donc c'est vrai, donc rendre la flexibilisation du marché n'est pas facile. Rendre le marché flexible, c'est-à-dire donc baisser le coût du travail et permettre et déréglementer le marché du travail. Donc ce n'est pas toujours efficace. Et ces réductions ne s'accompagnaient pas par de vrais contrats. C'est pour cette raison, malheureusement, donc, il y a un risque de produire des effets pervers. Par exemple, la baisse des recettes de l'État qui peut aggraver vers la fin donc, la situation de chômage. S'il y a de la baisse des recettes de l'État, c'est-à-dire l'État recrute moins et donc peut se trouver avec donc, un chômage très élevé, un chômage parfois donc, j'allais dire donc, de masse. Donc, c'est pour cette raison, ces mesures de flexibilisation ne sont pas jusqu'à maintenant très efficaces, au moins dans les pays comme la France, c'est vrai, donc c'est un modèle qui a réussi dans le Danemark, mais on a essayé donc de l'appliquer dans pas mal de pays, mais ça n'a pas abouti, donc n'a pas réalisé les mêmes résultats, les mêmes exploits que dans le Danemark. Voilà donc ainsi cette vidéo prend fin. Je vous remercie encore une fois. Merci pour votre attention.